Euh, pour me présenter, donc moi je suis Arthur Mann, je suis CPO et cofondateur de Pacmind avec Cédric qui est ici co-organisateur. Et on travaille du coup depuis quelques années autour de la qualité logicielle, je vais en parler un petit peu. Ce qui nous a amené, évidemment, comme tout le monde, sur la voie de l'IA et de tout ce qu'il y a derrière. Et avec notre casquette un petit peu transverse, on a la possibilité de parler avec plein de gens, plein d'entreprises qui ont des problématiques justement autour de la productivité, autour de l'IA. Et ça nous a permis, depuis à peu près 2 ans, d'accumuler pas mal de retours d'expérience de différentes entreprises. Et le but, justement, de ce que je vais dire ce soir, c'est un petit peu de partager ces retours d'expérience sur l'état de l'art des équipes aujourd'hui en France ou dans le monde autour de l'avancée, autour de l'IA. Donc la première chose, c'est que avant de parler d'IA, j'ai envie de parler de mon expérience personnelle, donc de ce que j'ai vécu dans mes 15 années justement de développement autour de ce que j'ai pu apprendre comme pratique autour du dev. Et la première chose, c'est que quand je suis sorti de l'université de Bordeaux, l'université de Bordeaux 1 à l'époque, je suis allé, comme beaucoup de gens, faire mon stage dans une grosse ESN pour travailler pour un grand client bien chiant, un truc bancaire, etc. Et quand je suis arrivé chez ce client, la première chose que j'ai vue, c'est la qualité catastrophique qu'il y avait sur les projets. Donc là c'est une application en Lotus Notes avec 2500 lignes de code dans le même fichier, il n'y avait pas d'éditeur, c'était une horreur absolue qui doit encore exister et tourner, hein, c'est un truc super utilisé en plus. Et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de collègues qui étaient partis justement en stage aussi, qui avaient les mêmes retours d'expérience. On avait un niveau qui était assez hétérogène, mais globalement, ce n'était pas du tout ce qu'on avait appris en cours. C'était vraiment un niveau de qualité catastrophique, beaucoup de techniques, etc. Donc, de quoi nous dégoûter un petit peu du monde de développement. On s'est dit, en fait, si on est là pour faire de la bidouille juste sur du code pour essayer de fixer des trucs, c'est pas super intéressant. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer Cédric et Xavier qui travaillent au labo de Bordeaux, et on a créé une start-up du coup autour de la qualité logicielle et de comment aider les entreprises à faire de la qualité. Évidemment, parce qu'avec l'expérience que j'ai eue, je me suis dit que ça allait être quelque chose quand même qui allait être assez utile. Et au fur et à mesure des années, j'ai pu rencontrer des personnes qui sont dans cette salle aussi aujourd'hui, sur Bordeaux, dans d'autres conférences, et qui nous ont permis d'ouvrir les yeux sur différentes pratiques et différents mouvements, notamment le mouvement Software Craftsmanship, si ça parle à certaines personnes justement ici, donc qui prône justement des valeurs d'excellence technique, d'artisanat justement. Donc on va reprendre un peu les codes de l'artisanat, qui sont le compagnonnage, le mentoring, le pragmatisme, la recherche d'excellence, et on va intégrer ces codes dans notre métier de développeur au quotidien. Il y a eu d'autres choses aussi qui nous ont amené aussi à intégrer différentes pratiques intéressantes, comme le mouvement Lean, avec des pratiques type Jidoka, etc. Vous pourrez regarder un petit peu là-dessus. Mais en tout cas, ce qui était intéressant, c'est qu'on s'est dit, OK, on va avoir des pratiques comme le TDD, le DDD, et puis plein de choses dans notre métier qui vont nous aider à produire du logiciel de qualité. Donc ça, c'est super intéressant. Et pendant des années, on a travaillé autour de ça, avec les entreprises, que ce soit à Bordeaux ou un peu ailleurs, sur comment pousser ces pratiques, etc. Ce qui s'est passé, c'est que pendant ces années, on avait le craft qui était super bien, mais en fait, ça restait une niche. On avait une petite partie des équipes et des développeurs, développeuses qui suivaient justement ça, mais en fait, la majorité des gens qui s'en foutaient, mais en tout cas, ils étaient sur d'autres sujets, ce n'était pas forcément ce qui les intéressait, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que en 2021-2022, évidemment, on a trouvé le Graal, on a une baguette magique qui arrive, on a Copilot, on a les modèles d'IA, justement, ChatGPT, etc., qui arrivent. Ah. Est-ce que c'est mieux? Oui. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que on a eu pas mal de gens qui ont commencé à dire, en fait, toi, avec ton craft et tes super pratiques, TDD, etc., je crois qu'il n'y a plus de piles. Je vais essayer de parler très fort. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'après, pendant des années, en fait, pas pendant des mois, je dis n'importe quoi, il y a des personnes qui nous ont dit, mais en fait, tout ce qui est TDD, tout ce qui est bonnes pratiques de développement, etc., c'est des choses qui sont plus intéressantes parce qu'on a le vibe coding qui va nous sauver la vie. Et effectivement, sur certains use cases, je ne reprends pas le talk d'avant, sur certains use cases, évidemment, la qualité du code, on s'en fout un petit peu. Si c'est pour faire un POC et présenter une idée justement à du métier et ensuite vraiment faire l'implémentation, évidemment, on n'a pas besoin forcément de qualité. Mais on s'est retrouvé en fait pendant quelques mois avec des posts LinkedIn de personnes qui disaient non mais attendez, maintenant, en quelques minutes, je fais une application qui m'aurait pris 2 mois normalement. Regardez sur mon application qui est toute vide, qui a 3 fonctionnalités, ça marche super bien. Donc on se croyait un petit peu sur la foire de Bordeaux, là, sur LinkedIn, où des gens nous présentent un truc où il y a un use case qui marche très très bien,
Mais quand nous, on essaye chez nous, avec nos outils et notre projet réel complexe, ça ne marche pas du tout, en fait. On se rend compte que y a forcément des problématiques, il y a des trucs qui ne marchent pas, etc. Et donc, on a une différence de discours entre des gens qui nous prenaient « mais ça va être génial », et la réalité du terrain où des gens, en fait, démarraient et puis disaient « c'est pas si bien que ça ». Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu pas mal de désillusions et il y a eu pas mal de gens qui ont rejeté aussi l'IA à ce moment-là, qui ont testé et qui se sont dit « c'est pas forcément super intéressant ». En fait, concrètement, ce qui se passe, c'est qu'on peut utiliser l'IA pour faire des choses assez complexes, mais si on ne la guide pas, si on ne lui donne pas le bon contexte et si on la laisse travailler elle-même avec des petits prompts, et donc on fait du vibe coding avec très peu d'instructions, ce qui va se passer assez rapidement, c'est qu'on va avoir un résultat qui va correspondre à peu près à ce qu'on voulait, mais qui va ressembler à un château de cartes, en fait, derrière le mur. Si on regarde l'état du code, en fait, si on regarde la complexité de ce qu'il y a derrière, ça va devenir très dur à maintenir, etc. Ça, c'est un ressenti qu'ont pu avoir certaines personnes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens assez intelligents chez Google, donc pour l'étude Dora précisément, qui ont permis justement de faire ces études globales avec beaucoup d'entreprises dans le monde sur quel est l'impact de l'IA justement dans le développement. Et ce qu'on voit dans l'étude de Dora 2025, c'est qu'on a au niveau individuel une impression de vitesse et de l'efficience, on va dire, qui est assez forte. Donc toujours, on a eu ça depuis 2024, depuis l'étude 2024. Niveau individuel, quand on utilise de l'IA, on a l'impression d'être plus productif. On a une impression de vitesse, un peu comme quand on est dans un karting, on ne va pas très vite, mais tout seul, on a l'impression d'aller vraiment très vite. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est qu'on a une instabilité des logiciels qui, elle, grandit quand on utilise l'IA. Et ça reprend un petit peu l'image du shot aux cartes qu'on voyait justement juste avant. On a ce côté, d'accord, on est capable d'aller plus vite, mais en fait, si on perd en stabilité, est-ce qu'on ne va pas perdre en fait en productivité globale parce qu'on va avoir pas mal de soucis justement derrière sur les bugs qu'on va avoir, etc. Il y a autre chose qui est intéressante justement dans cette étude de 2025, quelque chose que j'aime bien qui dit que 30% des gens qui utilisent l'IA n'ont pas confiance dans le code qui est généré. Soit ils n'ont pas confiance, soit ils ont très peu de confiance dans le code généré par l'IA. Donc là, ce manque de confiance, c'est quelque chose qui a un impact qui est très fort, parce qu'on perd justement l'adoption des équipes globalement, et surtout, en fait, on va passer beaucoup de temps en rework, etc. Et on se dit, est-ce que réellement, on va gagner en productivité si ça nous produit du code sur lequel on n'a pas confiance et qu'on va devoir retravailler derrière, etc. Ça, c'est la première chose justement qui permet de montrer que on va avoir un impact qui va être peut-être assez limité. La deuxième, ça, c'est des choses qu'on a pu voir aussi. On a voyagé pas mal ces derniers temps justement à New York, à San Francisco, pour des conférences sur la productivité des devs avec de l'IA, etc. Et j'ai eu l'occasion de parler avec le CTO d'une boîte qui s'appelle DX, qui a été rachetée par Atlassian il n'y a pas longtemps, et qui fait justement des surveys, des études comme ça sur les gains de productivité des entreprises. Et en fait, le CTO, il m'a dit un truc qui m'a marqué. Il m'a dit, tu sais, le bottleneck, ça n'a jamais été la création de code dans notre métier. Ça n'a jamais été. Alors, c'est une phrase qui est assez forte parce qu'on se dit, attends, mais ça veut dire que nous, en tant que développeurs, quand on travaille toute la semaine, on n'est pas là pour produire du code. Non, évidemment, on est là pour produire de la valeur, pas forcément du code. Et on voit pas mal d'entreprises qui, quand elles démarrent justement à utiliser l'IA, elles vont utiliser du GitHub Copilot pour faire d'autocomplétion, et puis du chat mode et de l'agent mode, etc. Mais en fait, si on se cantonne juste sur cette partie création de code, on va juste créer d'autres bottlenecks. Il y a une étude de GitLab qui est sortie là, il y a quelques jours justement qui montre ça, qui montre que en fait, si on accélère la création de code, on explose en fait en termes de revue de code, etc. Et dans l'étude de GitLab, ils disent qu'en moyenne, quand on utilise de l'IA, on passe 91% de plus de temps sur la revue de code, ce qui est énorme. Donc c'est la dernière étude qui est sortie. Il y a plein d'études qui sortent des chiffres un petit peu différents, mais on comprend bien que c'est pas juste produire du code qui est un problème, et c'est pas juste produire du code plus vite qui va nous permettre de gagner en productivité, etc. Et en fait, ce qu'on voit réellement dans les entreprises en gain de productivité aujourd'hui, c'est des gains qui oscillent entre moins 15%, donc en fait, je paye pour des licences, j'utilise de l'IA et en fait, on perd en productivité, vers les 15% pour des entreprises comme Booking, par exemple, qui mettent en place des frameworks ultra complexes avec de l'IA et qui arrivent à obtenir jusqu'à 15% comme ça de productivité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est très loin en fait de ce que nous vendait Copilot ou n'importe quelle étude qui disait utilisez nos outils, vous allez gagner 45% en productivité, en création de code, etc. Déjà, il y a une grosse différence entre pourcentage de lignes de code créées par l'IA et productivité. Si vous regardez les équipes d'Anthropic, elles vont vous dire nous, 95% de notre code est généré par de l'IA. Ça ne veut pas dire qu'elles sont 95% plus rapides, en fait. Ça veut dire qu'elles vont écrire du code plus vite. Il y a des personnes avec qui on a parlé aussi chez Google qui ont dit qu'ils avaient mené une étude interne en 2024 où ils ont demandé aux développeurs, aux ingénieurs vraiment qui créent du code,
combien de temps en moyenne ils passent par semaine à écrire du code. Et la réponse, c'était entre 3 et 6 heures par semaine. Donc uniquement entre 3 et 6 heures par semaine pour les gens vraiment dont le métier, c'est d'être ingénieur justement dans ça. Donc je ne dis pas qu'on est tous Google et que c'est ce qu'on doit faire, mais ça montre bien que voilà, si on augmente de 50% la création de code, ben, ça va juste nous gagner un petit peu de temps là-dessus. Une autre chose qui est importante, c'est vraiment que cette partie justement gain qu'on va avoir avec l'IA, il peut être vite masqué si la qualité du code, comme on disait tout à l'heure, elle n'est pas forcément là. Parce qu'on va perdre plus de temps en revue de code, on va avoir du rework, on va avoir aussi une augmentation des biais. Donc l'IA, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle apprend sur de la masse et ensuite elle sort des données par rapport à de la probabilité. Donc le problème, c'est que si vous avez beaucoup de code de merde, vous avez plus de chances d'avoir du code de merde. En fait, l'IA va amplifier le niveau que vous avez moyen dans votre soft. Donc si le niveau n'est pas top, évidemment, ça va s'amplifier et ça va être assez catastrophique. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour gagner justement en retour sur investissement. Vous avez compris la blague, si, voilà. Le ROI, c'est Return Over Investment. Donc comment est-ce qu'on fait pour vraiment produire plus et gagner globalement en productivité? La première chose, c'est de voir le logiciel et la création de valeur comme une chaîne complète. On n'est pas juste là pour produire du code, on part du besoin, justement, du client ou du métier, on va créer des specs, créer du produit, etc. Et on va aboutir justement à la solution qu'on va créer. Ça, c'est une image de ce que font par exemple Théodo, qui est une entreprise qui est, je trouve en France, assez avancée justement sur l'usage de l'IA. Ça, c'est tiré d'un article qu'ils ont partagé où avec un client, justement, ils ont mis en place 7 chaînes de production. Donc là, on voit tous les petits bonhommes ici, c'est l'IA, en fait, des agents différents de Claude ou d'autres modèles qu'ils utilisent. Et on voit qu'en fait, on aura un speaker qui va en parler après du Spec Driven Development, mais on voit qu'en fait, ils partent justement des besoins métiers, ils vont utiliser l'IA pour formaliser ça, avoir vraiment quelque chose de carré, ils vont se servir de l'IA pour faire la définition d'un plan technique, avoir l'IA pour la partie revue de code, test, etc. Donc c'est aussi ce qu'on fait par exemple chez nous en interne. Donc le but, c'est d'en mettre un petit peu partout sur la chaîne, là où ça a d'intérêt. Un truc qui est intéressant aussi, on a parlé des entreprises qui disaient, nous, c'est vachement utile pour les tickets qui sont ouverts par des clients. Le ticket, il est pris automatiquement par l'IA, qui va faire un résumé du ticket, qui va aller trouver dans le code qu'est-ce qu'il faudrait modifier, qui va nous faire un plan de rémédiation, qui va nous faire la pull request, et qui va automatiquement relire la pull request avec un autre agent. Et donc, en fait, pour les développeurs, ils ont juste à voir, OK, on a eu 10 tickets hier, je regarde un petit peu les différentes pull requests et modifications, je vais valider quand même manuellement ce qui s'est passé. Mais là, on voit qu'en fait, on a la chaîne un petit peu complète. Donc là, on peut commencer réellement à gagner en productivité. Une autre chose qui est intéressante, alors, quand je demande à ChatGPT de faire des software craftsman, il me sort la petite moustache et le chapeau parce que c'est le côté artisanal. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les entreprises qui s'en sortent le mieux aujourd'hui sur les gains de productivité avec l'IA, souvent, c'est les entreprises qui mettaient en place des pratiques craft ou des pratiques autour du lean, et donc qui avaient une bonne architecture, qui avaient des composants bien modulaires et utilisables, etc. Donc l'IA, évidemment, elle s'en sort mieux si vous avez des bons tests, si vous avez une bonne architecture. Elle va avoir beaucoup plus tendance justement à reprendre ces briques-là et à le refaire. Et ce qui est intéressant, c'est que les équipes maintenant qui faisaient du craft, elles n'ont pas arrêté de faire du craft pour faire du vibe coding, elles ont enseigné à leurs agents d'IA comment faire du craft. Donc on a des entreprises là, qui nous ont dit, par exemple, il y a les custom agent modes qui sont sortis dans Copilot, il y a plein d'autres outils qui permettent d'avoir ça aussi. C'est des agents spécialisés, en fait. Et par exemple, il y en a qui font du TDD avec ces agents IA. Donc, elles ont 3 agents, en fait. Un agent testeur rouge, qui est là juste pour écrire le test qui fade et qui a accès au spec, etc. Un agent testeur vert qui est juste là pour faire passer le test. Et un agent refactoring qui a accès à toutes nos pratiques de développement et qui doit garantir la pérennité du système. Donc, lui, en fait, il a vraiment toute une phase de revue de ce qui se passe derrière. Et derrière, ils ont un orchestrateur d'agents qui permet de lancer tout ça, etc. Donc, ça montre bien que il y a quelques mois, ce que j'aurais dit là, c'était complètement faux parce qu'on a essayé, on a fait des petits hackathons où on essayait de faire du TDD avec ChatGPT. C'était une catastrophe. Il allait toujours trop loin, en fait. Il disait, fais juste le test et puis il partait dans toute la rédaction de la feature. Mais maintenant, en fait, on peut commencer à avoir des agents spécialisés. Donc là, ça devient vraiment intéressant. Il y a d'autres pratiques qui viennent aussi du Lean, par exemple, comme le Jidoka, j'en parlais un petit peu. Le Jidoka, ça indique en fait que vous devez travailler sur la création d'une pièce qui est assez petite pour être justement testée et vérifiée. Donc, il faut avoir des quantités en fait justement de soft et de features qui sont assez petites pour être testées facilement. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont plutôt itérer sur le processus de création que sur la pièce elle-même. Donc, vous faites une pièce, donc vous faites un soft avec un prompt, par exemple. Si le soft n'est pas bon et que ça ne résout pas votre problème, donc, avec un truc assez petit, en fait, vous repartez de zéro. C'est comme le TCR, le Test Commit Revert pour les plus crafteux ici.
L'idée, en fait, c'est de se dire, je vais plutôt itérer sur l'input, sur ce que j'ai en contexte, en prompt, plutôt que sur l'output. Parce que si je commence à rédiger quelque chose et puis je me dis, ah ben non, en fait, il faut ça, 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 au bout d'un moment, en fait, ça va être très compliqué et l'IA va s'en mêler les pinceaux, ça va être le foutoir. Donc, vaut mieux, en fait, travailler vraiment sur la qualité de votre input. Et travailler sur la qualité d'input, en fait, c'est le terme qu'on entend maintenant très souvent qui s'appelle context engineering. Context engineering, en gros, la définition la plus simple, c'est comment donner tout le contexte dont un LLM a besoin pour réaliser une tâche en autonomie sur laquelle on n'a pas besoin d'itérer 50 fois parce que le résultat est catastrophique. Donc, ça veut dire, c'est quoi le contexte dont on a besoin? On a besoin du contexte métier, on a besoin de tout ce qui est spec technique, on a besoin de tout ça. Et en fait, il faut le voir un petit peu comme vous avez un nouveau stagiaire, une nouvelle stagiaire qui arrive dans votre équipe et vous devez lancer la personne sur une tâche. En fait, si vous faites comme avec votre IA et que vous lui en mettez juste un petit prompt, évidemment, la personne va être perdue, elle va se dire, OK, je vais copier-coller un code random à côté qui fait à peu près la même chose et puis j'espère que ça fonctionne. J'ai aucune idée des besoins en performance qu'on va avoir, des besoins en accessibilité, etc. Donc là, il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui travaillent justement là-dessus, sur comment essayer d'améliorer justement les prompts qu'on va avoir en entrée, les contextes qu'on va transmettre. Et ce qui est intéressant, c'est que les outils comme Cursor, Claude, Copilot, etc., quand ils sont sortis il y a quelques années, ils ne travaillaient pas du tout là-dessus, ils s'en foutaient du context engineering. Le but, c'était de vendre des licences surtout, mais c'était de produire du code. Et donc, les indicateurs qu'ils mettaient en avant, c'était combien de lignes de code ont été produites par l'IA, justement, dans votre entreprise. Et si vous avez un gros score, ça veut dire que notre outil est génial, etc. Donc, on était vachement sur la mesure de la quantité de lignes de code produites par l'IA. Aujourd'hui, en fait, maintenant, on a passé un peu cette phase d'adoption, qui est la première étape de il y a l'IA qui va produire du code, et on passe sur la phase 2, qui est la phase d'efficience. Comment on fait pour gagner en productivité réellement et gagner en efficience? Et donc là, on voit que les outils se tirent un peu la bourre. On a Cursor qui a des Cursor Rules, qui maintenant intègre le système de Team Rules, qui est un peu catastrophique, mais qui rentre un petit peu dans cette idée-là. On a les Cloud Skills, par exemple. On a les Custom Agent Mode qui ont été poussés par Copilot il n'y a pas longtemps. Donc on voit que les entreprises se disent, OK, faire une IA ou un LLM généraliste qui va tout faire, c'est sûrement pas une bonne idée. On va essayer de restreindre en fait à des agents spécifiques qui vont faire des tâches très spécifiques sur de la data, sur du DevOps, sur du test, etc. Et on va essayer d'aider les équipes pour que les équipes puissent transmettre le meilleur contexte là-dessus. By the way, c'est ce qu'on fait chez Pacmind, c'est open source. Donc n'hésitez pas à checker et à mettre des stars sur le repo GitHub. On a 95, le but c'est d'arriver à 100. Ce sera déjà un bon achievement. Mais l'idée vraiment c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'étude Dora de 2025, il y a cette petite phrase qui souvent est passée inaperçue, en fait, qui est au milieu d'un paragraphe, peut-être page 51 ou un truc comme ça. Et en fait, c'est intéressant parce qu'ils disent, quand les développeurs apprennent à donner aux assistants de code les bonnes instructions et le bon contexte, on voit qu'il y a une augmentation de 30% des merge requests faits par ces développeurs. Donc ça veut dire que le code qui est produit correspond à ce qu'on veut, et du coup, on pousse la merge request. Ça ne dit pas forcément si c'est mergé ou pas, mais en tout cas, on voit qu'il y a une vraie augmentation. Donc là, on se rend compte que c'est un vrai skill qu'on va devoir obtenir en tant que développeur-développeuse, c'est comment est-ce qu'on communique avec ces IA. Aujourd'hui, c'est à travers de fichiers Markdown, en fait, donc on va avoir de plus en plus de fichiers Markdown dans le repo. Ça, c'est un truc que j'aime bien dire, que le langage le plus utilisé de 2026, ce sera le fichier Markdown. C'est un peu triste, hein. Mais effectivement, on se rend compte que ça devient super important, parce que ces petits fichiers Markdown, avant, c'était des README ou un peu de doc. Maintenant, en fait, c'est ce qui est utilisé comme contexte pour les agents IA. Donc, ça veut dire que ces briques de Markdown, c'est les pièces qui vous permettent justement de fabriquer du logiciel. Donc, c'est les briques de construction de votre soft. Si vous avez des mauvaises instructions, vous allez avoir peut-être des milliers ou des dizaines de milliers de lignes de code qui ne vont pas suivre justement ce que vous avez en termes d'accessibilité, en termes de production de code, etc. Donc, c'est vite la catastrophe. Donc, vraiment, c'est super important de travailler là-dessus. Et ce n'est pas évident. On ne sait pas comment communiquer avec ces IA, on ne sait pas quoi mettre dedans. Et il y a des fameuses histoires de context window, en fait, où les LLM ont un contexte qui n'est pas extensible. Donc, il y a un risque aussi de donner trop d'informations. Donc, tout ça, c'est vraiment des gros sujets du moment de comment est-ce qu'on travaille sur ces modèles, etc., pour améliorer tout ça. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a beaucoup d'étapes, en fait, si on veut arriver au niveau des meilleures entreprises aujourd'hui qui ont des devs qui ont tous 5 ou 10 agents qui sont orchestrés par un autre agent, etc., et qui balancent leurs agents un petit peu tout le temps, même s'il y a des gens qui, même avec qui j'ai pu discuter dans la salle, qui commencent déjà à faire ça un petit peu eux-mêmes, justement. C'est super intéressant de commencer à jouer avec ces multi-agents et d'orchestration. Et c'est un petit peu ce que disent les personnes aussi de GitHub Next, là, la partie un peu recherche de GitHub qui dit c'est quoi le métier de dev dans 5 ans? Pour eux, on sera en fait des orchestrateurs d'agents. En gros, on aura plein d'agents spécialisés, on va bien comprendre ça. Ça va supprimer plein de couches MOA, MOE ou plein de couches entre le métier justement et la partie tech,
parce que la partie création, ça va être fait par des agents. Mais pour atteindre ce niveau-là, le but, c'est pas que toutes les entreprises passent là-dessus. Il y a pas mal d'étapes. La première étape, justement, c'est de se dire comment est-ce que je communique avec mes agents pour leur donner un petit peu de contexte. Ensuite, c'est comment est-ce que je vais partager des prompts au niveau d'entreprise. Ensuite, c'est comment est-ce que je vais pouvoir créer des agents réutilisables pour l'entreprise. Enfin, il y a beaucoup d'étapes, mais le tout, c'est de réussir à les passer les unes après les autres. Et il y a pas mal de gens qui restent encore bloqués aux premières parce qu'ils disent, ouais, bon, on n'a pas un super taux d'adoption, on n'a pas des super résultats, etc., et qui se bloquent ici. Donc, c'est important justement de travailler sur ça. Les points clés du TOD, parce que j'ai aucune idée du temps qui me reste où j'ai mis. Je vais faire vite. Les points clés, c'est vraiment que le contexte, c'est droit. Context is king, c'est une phrase qui est donnée par Adi de Google, justement, qui travaille sur le context engineering. Et pour lui, c'est vraiment le truc. C'est aujourd'hui, il faut comprendre le contexte et bien transmettre le bon contexte aux agents pour gagner en productivité. Le deuxième, et moi, c'est celui-là qui m'excite, c'est que le craft et le lean, plein de gens ont dit, en fait, ça va un peu disparaître avec l'IA, c'est plus important que jamais aujourd'hui. Et tout le monde dit ça. Tous les gens avec qui on parle, j'étais encore avec Geoffrey Gravo, d'autres personnes encore aujourd'hui, c'est vraiment super important parce que c'est ça qui fait la différence entre les high performers et les low performers. Donc, c'est super important de remettre en avant le fait que, justement, toutes ces pratiques qu'on avait avec le lean et avec le craft, dans le lean, il y a des pratiques type Dantotsu qui sont, quand on a un bug, on va renseigner pourquoi le bug est arrivé, comment faire pour que ça ne revienne pas, etc. Mais ça, en fait, c'est de l'or pour vos IA. Parce qu'une fois que vous avez réécrit ces documents, etc., l'IA va pouvoir l'avoir et elle ne fera pas la même connerie 2 fois. Elle aura justement ces informations, etc. Donc ça, c'est hyper important. Et les 3 petits points, c'est parce que vu que les slides vont changer tous les 2 jours à la vitesse à laquelle ça va, je me laissais un petit peu de place pour trouver justement les nouveautés du moment. Ce qui s'est passé à ces derniers jours, ce qu'on a vu beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de discussions sur justement la partie découpage des tâches du contexte des agents. On a l'impression que plus ça va et plus on s'oriente vers cette image de on va avoir des agents très spécialisés avec des choses très spécialisées. Et en fait, ces agents spécialisés, c'est des choses qui peuvent être partagées au niveau d'entreprise. C'est ça qui est intéressant. On peut avoir des agents testeurs, etc. Donc, c'est super important de ne pas partir trop gros et de ne pas essayer de dire à l'IA, fais-moi tout un refactoring de cette application, change ça, etc. Il faut comprendre que faut bien le découper petit bout par petit bout. Merci à toutes et à tous. Alors, je n'ai pas trop explosé le chrono, mais si vous avez des questions, ça va. Merci Arthur. Est-ce qu'on a des questions? Yes. C'est plutôt 2 commentaires. En fait, à haut niveau, je trouve que confier une tâche à une IA, c'est à peu près similaire à confier une tâche à un autre développeur, éventuellement junior et avec une connaissance encyclopédique et une patience énorme. Mais on se retrouve dans les mêmes problématiques de bien communiquer, bien lui confier la tâche, lui donner les bons exemples de code. Et en fait, c'est pareil, je pense. Si on considère l'IA comme une autre, pas une autre personne, mais c'est pas un multiplicateur de sa propre productivité, c'est un collègue qui on délègue des tâches. Ça, c'est ma vision. Et sinon, il y a un truc qui date de l'aube de l'informatique qui est garbage in, garbage out. Et ça revient tout à fait vrai avec l'IA. Si on met n'importe quoi en entrée, on aura n'importe quoi en sortie. Tu fais bien de dire. Normalement, c'était quelque chose que je devais dire, que j'ai oublié. Mais donc, merci, oui. Et effectivement, il y a des personnes de copilote, des personnes qui accompagnent les équipes qui utilisent Copilote, qui me disaient que c'était ce qu'ils disaient justement aux équipes, qui me disaient je galère avec mon agent IA, Copilote c'est pourri, j'utilise Claude, etc. En fait, ils arrivaient, les personnes de Copilote, en disant qu'est-ce que tu as donné comme prompt? La personne montre un prompt tout petit et pas très structuré, qui ne veut pas dire grand-chose. Mais qu'est-ce que tu voulais faire exactement? Explique-moi dans des mots clairs ce que tu voulais faire. Et là, la personne commence à expliquer tu vois, je voulais faire ça avec tes trucs et tout. Et la personne de Copilote, tu lui as dit rentre exactement ce que tu viens de me dire comme prompt. Mais exactement. Tu oublies rien, etc. Et tu dis la même chose. Comme si tu me parlais à moi. Et ce qui est intéressant, c'est que d'ailleurs, il y a des entreprises maintenant qui passent plutôt par le mode vocal avec Copilote ou les outils comme ça, parce que à l'oral, on a plus tendance justement à être exhaustif, à donner tout ça. Et moi, perso, c'est un truc que je fais beaucoup. Je passe beaucoup par le vocal, en fait, parce que je sais qu'à l'écrit, je vais masquer des infos, etc. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Ouais. C'est super important de se dire, c'est comme une personne, en fait, et donc il faut lui transmettre les bonnes informations. Est-ce qu'on a une autre question? Oui. Ok, j'aurais voulu savoir, en fait, toi, là, par rapport à ce que tu dis, il y a des choses qui m'intéressent beaucoup et je me dis que, surtout avec Pacman, vous avez dû réfléchir aussi à la manière de faire du lean, justement, sur la doc, du lean doc, dire dans le contexte,
comment est-ce qu'on s'assure qu'on le rend plus dynamique, un petit peu comme le mode compact qu'on peut avoir dans certains. Comment est-ce que même le contexte qu'on utilise dans son contexte engineering, on arrive à le rendre plus fluide, plus simple au fur et à mesure. Ouais, alors effectivement, c'est vraiment des sujets sur lesquels on travaille. Donc, si ça intéresse des gens, n'hésitez pas à aller sur le repo GitHub et mettre une star. Mais en fait, ouais, c'est vraiment comment est-ce qu'on capture ça facilement. Déjà, le contexte. Nous, on va utiliser du MCP, on va rendre ça conversationnel facilement. La personne peut dire, fais-moi les règles d'accessibilité liées à React, à ce que j'ai, etc. Et ensuite, tout ça, ça va être stocké. Et il y a une question de mise à jour, en fait, parce que ces règles, elles vont évoluer. Et derrière, ce qui est intéressant, c'est que quand on communique avec des agents IA dans le quotidien, quand l'agent IA nous fait un truc pourri, on va lui dire. On va dire, non, en fait, fais pas ça, utilise pas ça, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être stocké. Alors nous, par exemple, dans les instructions, on lui dit de l'écrire dans un fichier .memory, .markdown, qui est des fichiers qui sont versionnés ou pas. Et derrière, on peut aller regarder tous les fichiers .memory qu'il y a eu dans la semaine de l'équipe de 10 ou 20 devs et faire une sorte de synthèse là-dessus pour mettre à jour tout ça. Ça va donner en fait des bases de contexte qui peuvent être assez grosses. Et donc c'est là où ce qui est important, c'est que les gens précisent bien tel contexte ou telle documentation, c'est lié à telle partie du code. Ce truc-là, c'est pas lié à une partie du code, mais c'est lié à une demande d'utilisateur. Par exemple, dans Copilot, il y a un truc qui s'appelle apply to, qui dit ça va s'appliquer pour tel type de fichier. Mais il y a un autre champ qui s'appelle description. Et en fait, c'est un champ qui est assez libre, où on peut dire, ça, c'est si jamais l'utilisateur te demande, par exemple, de travailler sur le design system, tu appliques cette instruction-là. Donc, en fait, il y a un tool dans VS Code qui permet de voir ce qui est envoyé exactement à Copilot, par exemple. C'est hyper intéressant. Nous, on l'avait testé. Et en fait, on voit qu'on lui demande un tout petit prompt et on a, je ne sais plus, 1500 ou 2000 lignes en fait, de contexte qui sont envoyées parce qu'on avait des fichiers d'instruction qui étaient avec du apply to étoile. Et donc, c'est hyper intéressant de se dire, oh là, en fait, il faut que je travaille sur ce contexte. Donc, je vous invite à activer justement le mode debug comme ça, par exemple, dans VS Code. Vous pouvez voir quand vous parlez à l'IA ce qui est vraiment envoyé, ce qui est reçu. Il y a même le nombre de tokens, etc. C'est super intéressant parce que ce que tu dis, c'est vrai. S'il y a trop de contexte, en fait, c'est perdu et c'est super compliqué. Ouais. Je voulais juste te dire félicitations, tu viens d'atteindre les 100 étoiles. Ah, merci. Super. Merci pour le live coverage. Super. Tu avais 5 comptes, c'est ça? Merci. Super. Voilà. Live on stage, bravo. Live on stage. Incroyable. Merci. Est-ce qu'il y avait juste une dernière question éventuellement? Yes. Tu disais que tu essaies de faire adopter les pratiques craft dans les boîtes. Comment est-ce que, déjà, c'est pas évident, je trouve, à vendre ce genre de pratiques, à les convaincre. Comment est-ce que tu arrives à convaincre les boîtes d'utiliser les pratiques craft plus l'IA? C'est super intéressant. En fait, on s'est battu pendant des années à vendre Promise, qui était la solution qu'on avait avant, qui était là pour pousser justement des pratiques craft dans les équipes. Et ça résonnait pas très bien, dont des personnes qui sont là, qui ont connu ça justement dans leur entreprise. Et en fait, justement, c'était trop une niche, c'était très dur à faire vendre. Ce qui est marrant, c'est que maintenant, on vend le context engineering en disant, si vous voulez gagner en productivité, il faut du meilleur contexte. Et pour ça, vous devez passer justement par ces histoires de linter, ces histoires de pratiques, etc. Et donc, nous, justement, on a un linter, on a des trucs comme ça. Et d'un seul coup, il y a plein d'entreprises qui, je ne vais pas dire nous renvoyer chier avant, mais en tout cas, nous disaient ça ne nous intéresse pas, qui aujourd'hui reviennent vers nous et nous disent, c'est super intéressant, Arthur, viens faire un talk sur le context engineering parce que c'est super cool et c'est un truc intéressant. Donc vraiment, depuis quelques mois, je vois que des entreprises qui avant n'étaient pas du tout là-dessus, maintenant se rendent compte qu'avec le context engineering, en fait, ces pratiques un peu craft et lean sont importantes. Et c'est ce que vend par exemple Théodo. Théodo, qui est une ESN spécialisée dans le lean, etc. En fait, ils vendent énormément de formations lean plus qu'avant, grâce à l'IA, parce qu'ils leur montrent comment intégrer justement le lean dans le flow, etc. Donc c'est pour ça que je remets cette phrase ici. Je pense que maintenant, en fait, ça fait prendre conscience à toutes les entreprises que ces pratiques-là, elles vont faire la différence entre celles qui excellent et qui gagnent en productivité, de celles qui galèrent et puis qui ne voient pas pourquoi elles évoluent. Elles se disent, c'est les modèles qui ne sont pas assez bons, etc. Non, ce n'est pas le cas. En fait, on peut vraiment avoir des bons résultats. Merci, Arthur. Oui, merci.